je vous remercie d'être venu ce matin pour cette matinale. On a commencé la mobilité intelligente. Je pense qu'on a pu, avec l'horaire, éviter les flux et minimiser les flux de personnes dans les transports. Aujourd'hui, donc, on va parler mobilité. L'Eurotech Week, pour vous présenter rapidement. Donc, chez Christophe Aubriet, on a créé l'Eurotech Week. C'est un dispositif, un programme d'accélération et d'acculturation à la transformation et à la révolution numérique. On s'appuie en général sur des gros salons internationaux qui sont souvent utilisés comme plateforme de lancement pour de l'innovation, raison pour laquelle on vient en général se greffer dessus. Et on a, au fur et à mesure des années, rencontré un écosystème de consultants dont fait partie Wavestone, qui sont pour nous des experts, et d'autres consultants que vous rencontrerez qui font partie de l'écosystème Eurotech Week, qui sont des experts et qui apportent beaucoup de connaissances. Avec cette dimension de partage de connaissances, on est là pour ça. Donc je vais laisser la parole à Amel, qui va co-animer avec moi cette matinale, et qui va vous parler un petit peu de Wavestone, et après introduire les deux tables rondes. Bonjour à tous. Alors je vais faire une introduction très brève. Donc je suis Amel Boutaïeb, je suis senior manager au sein du cabinet Wavestone. C'est un cabinet de conseil et je travaille effectivement sur les sujets de mobilité, d'où ma présence aujourd'hui. Bien que je ne vais pas être là en tant qu'experte, mais plutôt pour co-animer avec Christophe. En tout cas, ravi d'être là au Mondial Tech pour évoquer la Smart City et l'innovation. Alors l'angle qu'on a voulu prendre avec Christophe, c'est celui de quelle innovation pour le citoyen, pour les villes, pour répondre à quels besoins. Pourquoi on a pris cet angle ? Parce que moi je pense qu'en tant que citoyen on était intéressé par le sujet et parce que c'est plus qu'un effet de com ou de mode parce qu'on en entend beaucoup parler. Il y avait Tech for Good au Vivatech, à l'ITS World Congress on évoquait la quality of life, mais je pense que c'est un vrai sujet de comment l'innovation peut répondre aux besoins de transformation des villes, de transformation de la mobilité. On va le voir, c'est quelque chose qui évolue beaucoup en ce moment et pour un petit moment. On va avoir deux tables rondes. Une première pour commencer sur la Smart City. L'idée c'est d'évoquer les différents volets de la Smart City. Puis ensuite, une seconde sur la mobilité. On va faire un focus sur les sujets de mobilité. Très bien. Alors pour cela, on va appeler nos premiers intervenants. Donc je vais demander à Vanessa Chocteau de DocaPost de nous rejoindre. Carmen Munoz de Citellum également. Je commence par les dames. Marie-Xavier Vauquier, qui représente Femmes en Mouvement et qui va nous, plus largement nous expliquer le rôle qu'elle a joué sur les assises de la mobilité. Je vais appeler Luc Bello, directeur général de Réalité Hub 5, qui nous parlera du rapport sur la mobilité et les territoires intelligents. Et pour terminer, je vais appeler François Panouillet, de la Caisse des dépôts et de consignation. Alors, merci à tous, d'être là. De nous rejoindre. On va commencer peut-être avec un premier tour de table pour que vous puissiez vous présenter un peu votre parcours et l'organisation dans laquelle vous êtes. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Vanessa Chocteau, je fais partie du groupe La Poste et notamment de sa filiale DocaPost qui est spécialisée dans l'accompagnement entreprise et secteur public sur tout ce qui va être transformation numérique, donc digitalisation, dématérialisation. On a le DigiPost, une plateforme aussi IoT. Et justement, je représente plus cette partie plateforme IoT au service de beaucoup de secteurs, dont la Smart City. Et notamment, moi, je suis en charge du programme French IoT, qui fait de la co-innovation entre grands groupes partenaires, Groupe La Poste et start-up, donc 204 start-up en ce moment sur toutes ces thématiques, et donc une vision assez large du marché et surtout un travail pour lancer des nouveaux services connectés. Bonjour, je m'appelle Carmen Munoz Dormois et je dirige Citellum, qui est une filiale à 100% du groupe EDF. Donc nous sommes opérateurs et constructeurs d'infrastructures urbaines
Nous travaillons essentiellement à l'international, mais aussi en France. Et donc, en fait, par l'intermédiaire des infrastructures urbaines, nous avons eu l'occasion de travailler sur beaucoup des projets qu'on peut qualifier des projets smart ou d'infrastructures connectées à travers les mondes, notamment dans les Amériques, en Europe et en Asie principalement. Et donc, en fait, et à travers ça, on a vu émerger des évolutions sur la Smart City avec une orientation de plus en plus forte vers la création des valeurs et les services pour les citoyens. Bonjour à tous. Marie-Xavière Vauquier, donc moi je suis experte indépendante sur la mobilité et je suis aussi la présidente de Femmes en Mouvement, qui est une association qui représente les expertes et les professionnels de la mobilité. Et on s'interroge aussi en fait sur le genre de la ville et des aménagements. Merci, bonjour, Luc Belot, je suis le directeur général de la filiale d'innovation et de grands projets urbains du groupe Réalité. Et je suis ici parce que j'ai notamment fait un rapport pour le Premier ministre autour des enjeux de la Smart City, sur lequel on va revenir très vite. Et par ailleurs, je suis toujours expert auprès du gouvernement sur l'ensemble des fonds d'innovation du PIA3, au TIGA, un territoire d'innovation de grande ambition. Bonjour, je suis François Panouillet, j'ai rejoint récemment la Caisse des dépôts pour travailler sur les questions de Smart City. Alors la Caisse des dépôts, c'est une grande et vieille maison qui accompagne les territoires depuis maintenant plus de 200 ans. Et étant donné la transition numérique et énergétique à l'œuvre dans les territoires, il était normal que la Caisse accompagne les collectivités sur les questions de Smart City. Merci, vous pouvez garder le micro. Nous allons commencer directement par, parce qu'il a évoqué le rapport, on aimerait bien avoir un premier retour sur ce qui concerne la Smart City, ce qui est ressorti de cette étude qui t'a été confiée. Luc, si tu veux bien nous apporter plus d'éclaircissement. Oui, d'abord, peut-être revenir sur la manière dont on aborde la question très rapidement en France. Le rapport était plutôt sur les villes intelligentes. Et c'est pas forcément le mot que j'aime le plus, d'abord parce que on a tendance à toujours vouloir traduire en français, mais dans ville intelligente, je pense qu'on entend beaucoup moins le côté smart, le côté agile, judicieux, malin, qui est aujourd'hui complètement inclus dans la logique de Smart City, et je crois que c'est aujourd'hui la force. Et en tout cas, c'est ce qui a guidé moi au moment de la rédaction du rapport, cette idée qu'il n'y avait pas de modèle à appliquer, qu'il n'y avait pas de ville en France qui serait extraordinaire et qu'il faudrait copier à l'identique, mais plutôt des territoires qui ont leurs forces, leurs atouts, leur capacité à agir, leurs priorités locales. Et ça peut être la question des mobilités dans bon nombre de grandes métropoles, mais quand vous êtes au Havre ou quand vous êtes à Mulhouse, la mobilité n'est pas un sujet central. Par contre, ils ont des enjeux de résilience, ils ont des enjeux de pollution, ils ont enjeux aujourd'hui de ne pas avoir de blackout comme le territoire de Nice. Chacun a ses spécificités. Et c'est pour ça que moi le rapport s'appelle de la Smart City au territoire d'intelligence, territoire au singulier et intelligence au pluriel, parce qu'il y a un vrai enjeu à associer l'ensemble des acteurs à un projet smart pour un territoire, l'ensemble des acteurs, évidemment les décideurs locaux, que sont les élus et l'administration et les cadres territoriaux, mais aussi les acteurs académiques, les acteurs économiques et bien sûr les acteurs citoyens. D'accord. Alors, Carmen, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous voyez comme création de valeur dans la Smart City ? Oui, et au niveau de la création des valeurs, dont j'ai rejoint complètement ce que Luc vient de dire sur le fait que chaque territoire a ses propres enjeux, mais il y a deux façons, deux modalités de création des valeurs. Il y a une valeur intangible aujourd'hui, et tous les territoires veulent créer du bien-être pour les citoyens, améliorer leur attractivité, améliorer l'inclusion. All the information is stored in different blocks. Every document is available. Est-ce que les projets des villes ou des territoires qu'on leur propose correspondent à leurs besoins? Today's world is moving fast. Un volet très pragmatique qui est la création de valeurs réelles, sonnantes et trébuchantes, c'est qu'un projet, il faut pouvoir les financer, et partout dans le monde, les collectivités territoriales ont des contraintes financières qui sont très fortes. Donc au bout d'un moment, il faut soit générer des économies, et soit arriver à avoir des recettes nouvelles pour pouvoir payer les investissements sur une infrastructure. Donc aujourd'hui, au travers les projets pour lesquels on travaille dans le monde,
il y a beaucoup de choses autour des économies, notamment les économies d'énergie. Nous, on travaille sur beaucoup de projets sur lesquels la base de l'infrastructure va être l'éclairage et sur laquelle on va pouvoir générer entre 50 et 70% d'économies d'énergie par les passages à la LED, au pilotage intelligent. Dans les domaines de la sécurité, l'optimisation des ressources, comment donner une sécurité perçue supérieure en dépensant moins, avec moins de coûts. Et dans les mobilités, en fait, il y a des sources de recettes, notamment par la pénalisation des externalités négatives, comme peuvent être la pollution, les bouchons ou les comportements qui ne respectent pas l'espace public, avec notamment des recettes via les stationnements, via les péages urbains ou via la pénalisation des conduites routières irresponsables. Donc avec ça, en fait, on arrive à retrouver soit des recettes et des économies qui permettent d'établir un business plan qui finance l'évolution des infrastructures. Mais ces deux valeurs sont forcément complémentaires et elles doivent exister dans tous les projets, elles doivent être mesurées à travers les spécificités du territoire. Donc, on se rend compte que les propositions de valeur varient d'un territoire à l'autre. Vanessa, vous êtes à DocaPost, vous êtes en contact avec les citoyens. Comment est-ce que vous recueillez les informations, les besoins justement de ces citoyens? Comment vous proposez des services? Et peut-être que vous pourrez nous en dire un peu plus sur le programme French IoT qui est venu se greffer sur cette démarche. Alors, c'est une vaste question. Rapidement, notre groupe a deux faces. On a effectivement le groupe La Poste, très connu pour sa proximité territoriale, les services de proximité vers les particuliers. On a quasiment tous les Français, effectivement, qui utilisent nos services. Sur la partie colis, supply chain, on est présent dans plus de 45 pays. Donc, voilà, il y a cette notion de proximité et de service humain qui est fortement ancrée chez nous. Et donc, cette capacité, effectivement, à comprendre les besoins, les douleurs, les pain points, tout ce qu'il faut, effectivement, adresser au quotidien. Et puis nous avons l'autre face chez DocaPost avec le numérique. On est effectivement plus en prise avec des entreprises, des collectivités, donc des grands donneurs d'ordre en fait. Et nous avons plutôt comme raison d'être de apporter un meilleur service aux clients de nos clients. Voilà. Donc on a ces deux phases. Donc on a à la fois des grands groupes partenaires ou clients qui nous font part de ce qu'ils sentent, donc qui prennent le pouls auprès de leurs clients. Et on a effectivement ce contact au quotidien dans la rue, à chaque endroit de la rue avec nos facteurs. Ce que l'on a structuré sur la partie digitale, donc Smart City un peu plus, ça s'est fait en fait par vagues successives. Finalement, la Smart City, c'est très large. Il y a plein de verticales. On a des parcours individuels, des parcours sur sa vie au quotidien, sa vie de famille, sa vie professionnelle, son espace e-commerce. Donc, on adresse énormément de besoins en fait de ces citoyens. Et donc, ce que nous, on a mis en place quand on a, par exemple, lancé la plateforme IoT, qui est une plateforme très large, qui finalement peut aller dans l'immobilier, peut aller dans la santé, peut aller dans la silver economy, peut adresser beaucoup de marchés. On a effectivement ouvert les oreilles en fait un peu partout. C'est-à-dire, on a lancé des grands partenariats avec des équipementiers sur les objets connectés. Donc, ce sont le grand Netatmo, Fitbit, etc. pour commencer à voir effectivement ce qui commençait à être appétant, on va dire, pour les citoyens, les utilisateurs, les consommateurs. Et puis, on s'est dit, ça ne suffit pas, il faut aussi tendre la main vers justement des start-upers, des entrepreneurs qui, eux, pensent déjà les produits de demain, qui aussi nous forcent à sortir un peu du cadre. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé en 2015, en même temps que notre plateforme, ce programme French IoT pour faire appel à des start-upers. Donc, on a eu, dès la première année, 400 demandes de dossiers. On a aujourd'hui 204 start-up que nous suivons. Et ça permet de voir aussi les émergences. Donc, on voit les émergences produits parce que les start-upers travaillent au quotidien en interaction très forte avec leurs propres clients sur chacun des territoires. Donc, c'est très amusant de voir, et en plus, ce sont des experts dans leur domaine, ce qui remonte. Et on a aussi ces contacts quotidiens, soit avec nos entreprises clientes, soit avec le facteur qui également, lui, dans le cadre de sa tournée, remonte des choses. Donc, juste pour concrétiser, si vous m'accordez encore un petit peu de temps, en exemple concret, ce qu'on a pu remonter dans les premières années, c'était quoi sur la Smart City? C'était un usage intensif de tout ce qui était objets connectés, wearables, donc ce qu'on met sur soi. Les bracelets connectés, podomètres, tensiomètres, etc.
Donc clairement, on est beaucoup aujourd'hui en train d'agir sur la partie, on a lancé l'espace de santé numérique. Pourquoi ? Parce qu'il y avait besoin de raccrocher ça avec l'organisation de la vie sur son territoire. C'est-à-dire, je prends la frontière entre le bien-être et ensuite son parcours de santé, de soins et les relations avec les hôpitaux, les cliniques, le médecin au quotidien, etc. C'est très important. Donc ça permet d'administrer cette vie et ça rend plus service. Et puis, un autre pan qui a fortement émergé, c'était tout ce qui était Smart Home ou Smart Office. On a eu beaucoup d'objets connectés au démarrage sur la sécurité, le confort, donc les détecteurs de fumée, les alerteurs détection, etc. dans les environnements de résidence. Et ce qui est très intéressant, très vite, est arrivée une autre demande que l'on a justement captée en étant au quotidien avec nos clients, notamment pour Alta Agrea Cogedim, on a livré une application dans un immeuble de résidence, à peu près 600 logements. Et très vite, en fait, ce ne sont pas que les objets connectés qui ont été reliés, c'est l'accès à la ville. En fait, les utilisateurs au quotidien voulaient avoir un accès au commerce du pied d'immeuble, un accès direct en un clic au site de la ville pour avoir accès aux associations et voulaient aussi avoir accès à une conciergerie ou tout simplement à la livraison de colis de manière facilitée dans leur immeuble. Voilà. Donc on voit que ça dépasse la sphère à un moment donné individuelle et qu'ils veulent aller plus loin. Et c'est en se mettant à l'écoute en permanence de tous ces mouvements qu'on arrive progressivement à construire des choses, mais qui remplissent vraiment une valeur d'usage, un fort usage pour les utilisateurs. D'accord. Donc on est sur du produit, sur du service. On voit que vous avez sollicité l'ensemble de vos clients. Se pose peut-être la question de la représentativité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez un panel. Est-ce que, Marie-Xavière, vous considérez que... Ah, on a un petit problème de l'arsène. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui tout le monde est bien représenté? Je pense que je vais prendre un autre micro. Est-ce que vous considérez que tout le monde est bien représenté dans vos... Je ne sais pas si c'est le mien. Attends, on va régler le petit problème technique. Non, sinon je vais prendre le vôtre, Jean-François. Ouais, on va faire un échange de micro. Donc 1, 2. 1. Merci. Donc en termes de représentativité, est-ce qu'on peut considérer que vous avez sollicité suffisamment, que la démarche sollicite suffisamment de personnes? Est-ce qu'on est simplement sur des personnes qui s'expriment ou au contraire, on devrait aller un petit peu plus loin, comme dans une concertation, et avoir, il y a d'autres biais, comment on collecte et on implique l'ensemble de la population, puisqu'on est sur un côté citoyen plus qu'un côté client même? En fait, ce qui a été, quand on a créé Femmes en Mouvement il y a 3 ans, en fait, on s'est rendu compte j'étais pas toute seule, on était une petite équipe, et en fait, on s'est rendu compte que la ville avait un genre. C'est-à-dire que les espaces publics, en fait, ils étaient conçus avec la vision de ceux qui étaient aux manettes, c'est-à-dire essentiellement en fait des ingénieurs et essentiellement des hommes. Enfin, les statistiques vont pas me contredire. Donc voilà. Et donc en fait, il y avait une vraie question en fait quand on était dans le brick and mortar, il y avait une vraie question de est-ce que en fait tout le monde se retrouve dans ces aménagements? Est-ce que c'est sûr pour tout le monde? Est-ce que c'est accessible à tous? Quand vous êtes une femme et que vous êtes enceinte de 8 mois, de fait vous êtes une personne à mobilité réduite par exemple. Et en fait les hommes ne sont rarement, en fait quand ils commencent en général à être à mobilité réduite, c'est qu'ils sont très âgés, donc ils sont plus au poste en fait, et ils prennent pas en compte du coup cette dimension là. Et donc ça c'est déjà quelque chose qu'on a repéré en fait dans l'aménagement de la ville, on va dire depuis qu'il y a une réflexion en fait urbanistique. Donc par exemple si vous regardez un exemple très simple, les petites filles elles disparaissent de l'espace public à l'adolescence. D'accord. Voilà. Vous regardez un square, en fait il y a autant de petites filles que de petits garçons qui jouent, et quand elles arrivent en fait à l'adolescence, en fait elles rentrent chez elles. On les voit plus. Pourquoi? Parce que par exemple, ça va être des choses qui sont où la force est valorisée ou des choses comme ça. Et donc ça, c'était un premier constat qu'on avait pu faire, qui était sur lequel il y avait déjà des actions. Mais en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est aussi que la Smart City, elle a des biais et qui sont aussi des biais de genre, parce que par exemple, l'autre jour, j'ai trouvé une femme qui est reconnue pour ses compétences en intelligence artificielle. Si vous voulez faire un panel d'intervenants avec mixte en intelligence artificielle, je pense que c'est toujours la même qui sort. Et une jeune femme qui s'appelle Jasmine, je ne sais plus son nom. Et donc en fait, on commence à se rendre compte que par exemple dans tout ce qui va être reconnaissance de visage, etc., en fait les logiciels ils vont être beaucoup plus agiles à reconnaître des hommes que à reconnaître des femmes. D'accord. Parce que en fait il y a un biais
qui est tout simplement quelque chose qui est complètement intégré. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose sur comment on fait pour qu'il y ait autant d'expression des besoins des femmes que des besoins des hommes. Et ça veut dire aussi sur les minorités. Donc il y a un vrai, Enfin, je trouve ça très intéressant tout ce que vous dites, mais il y a aussi une fracture numérique, par exemple, qui est hyper forte, avec des gens qui sont pas du tout à l'aise avec des interfaces numériques et qui se retrouvent, mais comme des poules qui ont trouvé une fourchette, au moment où on va leur demander de se servir d'un calculateur d'itinéraire, au moment où on va leur demander de demander des papiers. Par exemple, sur il y a tout un débat en ce moment sur la gratuité des transports publics. Bon, en général, dans les transports publics, vous avez une tarification sociale. Combien sont les gens qui mettent en place la tarification sociale qui se posent la question de savoir si les bénéficiaires sont à même de comprendre les règles du jeu? Vous avez des fois de tarification sociale où il faut pratiquement avoir fait un PhD en économie pour comprendre si on rentre dans le cadre. Et du coup, vous avez plein de gens qui ne vont pas demander à bénéficier du truc. Alors, quand ils ne demandent pas à en bénéficier, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils prennent les transports en fraudant, soit en fait ils payent plein pot. Alors que vous... dans l'entreprise, dans la filiale de transport, vous êtes, décarcassé pour convaincre l'élu qu'il faut mettre en place une tarification sociale. Et donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser autour de la Smart City. Et la technologie nous emmène très, très vite. Et il faut qu'on garde, en fait, cet aspect plus philosophique de réfléchir à ce que tout le monde comprend de quoi on parle, en fait. Et c'est pas du tout garanti. D'accord. Alors, merci. On a évoqué le citoyen, les usages. François, est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites avec les collectivités pour travailler avec elles sur les Smart Cities et comment vous les accompagnez? Alors, la Caisse des dépôts en tant que groupe, c'est-à-dire avec l'ensemble de ses filiales, se positionne à la fois comme concepteur, financeur et opérateur de Smart City. Je m'explique, concepteur dans la mesure où on apporte une expertise en éditant et publiant des guides de bonne pratique ou des études à l'intention des élus et collectivités. Financeur avec des instruments financiers classiques, des subventions, des prêts, mais aussi en investissant en fonds propres sur des projets évidemment rentables, mais pas que sur le court terme. C'est dans l'ADN de la Caisse d'être un investisseur patient, de long terme. Et en investissant, on regarde évidemment le rendement financier, mais pas uniquement. On regarde aussi les retombées en matière de développement économique, social ou environnemental. Et puis enfin, concepteur à travers ses filiales, Transdev pour le transport, ou ICAD pour le bâtiment, et au travers de démonstrateurs qu'on a mis en place sur 8 territoires où l'on essaye de concentrer des solutions connectées. Alors ça va de l'expérimentation de l'impression d'un logement social avec une imprimante 3D à Nantes, en passant par des data scientists qui travaillent sur les données liées au tourisme à Bordeaux, ou encore l'expérimentation de navettes autonomes à Rungis ou sur le Technopôle de Rouen. Au-delà de ça, aujourd'hui, je travaille sur un projet de, plateforme de mise en relation entre, d'une part, les entreprises et les startups qui travaillent dans le domaine de la Smart City, et d'autre part, les collectivités, plutôt les petites et moyennes qui sont moins bien outillées pour faire de la veille et connaître tous les acteurs de l'écosystème. C'est une plateforme qui sortira à l'occasion du Salon des maires le 22 novembre prochain. Voilà 2 ou 3 exemples. D'accord. Alors, Marie-Xavier, vous nous évoquiez tout à l'heure un peu l'aspect mobilité. Semaine dernière, il y avait les lauréats de la French Mobility qui étaient annoncés. Vous avez contribué aux assises de la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce qui ressort aujourd'hui en termes de mobilité dans la Smart City, justement?
Alors, ce qui est donc pour faire un petit retour en arrière, en fait, donc l'année dernière, en fait, le président de la République a demandé à la ministre des Transports, en fait, de réfléchir à une nouvelle loi sur d'orientation des mobilités. Donc, c'est une loi qui est avec un très grand chapeau. Et en fait, il y a eu une démarche qui était vraiment intéressante au niveau du ministère des Transports, c'est qu'ils ont dit avant qu'on commence en fait à écrire une loi juste avec notre vision à nous, on va faire des assises. Bon, ce qui est un petit peu paradoxal comme titre quand on parle de mobilité, mais donc on va faire des assises de la mobilité et on va réfléchir sur tous ces sujets. Et on va être dans beaucoup de concertations, donc ils ont fait des événements dans toute la France, etc., avec des grandes verticales également. Et en fait, il en est ressorti un enseignement très fort qui était le ministère s'est dit mais pour tout ce qui est innovation, en fait, on n'est pas forcément les plus qualifiés pour décréter ce qui doit être fait, et on va travailler ensemble avec tous les acteurs de l'écosystème. Pour qu'il se passe, pour qu'on devienne en fait un facilitateur de mobilité et qu'on ne soit plus en fait un empêcheur de tourner en rond. La semaine dernière, dans cet événement que vous mentionniez, il y a quelque chose qui a beaucoup marqué en fait les gens du ministère, c'est qu'il y avait un entrepreneur qui avait mis 18 mois à comprendre à qui il devait s'adresser pour savoir s'il avait le droit d'opérer ou pas en fait. 18 mois. Donc voilà. Et donc en fait, il y a une démarche du coup qui a été lancée par le ministère, qui est une démarche qui est vraiment intéressante parce que c'est de l'intelligence collaborative et donc ça s'appelle French Mobility. Et l'idée en fait de French Mobility, c'est que toutes les parties prenantes en fait deviennent actrices de la définition des nouvelles façons d'opérer. Et c'est comme ça qu'en fait on a eu des ateliers, des groupes de travail. Donc moi, comme j'étais responsable d'un incubateur de start-up sur la logistique, la mobilité, je me suis vraiment impliquée dans le groupe de travail sur le passage à l'échelle parce qu'en fait l'enjeu de toutes les start-up, ça fait très chouette d'être une start-up, mais en fait quand vous demandez aux start-upers ce qu'ils veulent le plus vite possible, c'est devenir des entrepreneurs de PME et quitter en fait ce territoire de la start-up. Parce que quand ils deviennent PME, ils deviennent pérennes et du coup en fait voilà, ils ont réussi. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a on est passé d'une époque en fait où on avait par exemple des directions de l'équipement qui donnaient l'alpha et l'oméga en fait de la façon dont on aménageait à une réflexion totalement partagée entre des grands comptes, des startups, des incubateurs, des collectivités, et des collectivités de toute taille. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui disait la mobilité à Mulhouse et au Havre, c'est pas un sujet. Mais si, bien sûr que si, c'est un sujet. C'est un sujet partout, la mobilité. La mobilité, c'est ce qui structure notre époque. Et alors, c'est peut-être que la congestion, c'est pas un sujet dans ces villes-là, mais il y a toujours une question en fait sur la mobilité. Et là, je pense qu'on est vraiment en train de vivre une révolution à ce niveau-là, parce que cette loi en fait qui va sortir, qui doit passer au Conseil des ministres à la fin du mois d'octobre, elle va être une loi qui a été co-conçue, véritablement co-conçue avec tous les acteurs, et qu'on ait quelque chose, ne serait-ce que dans la gouvernance, c'est innovant en fait. Et ça, c'est vraiment porteur de beaucoup d'espoir. Vous parlez de tous ces acteurs qui sont présents sur l'écosystème innovation. Les pouvoirs publics sont des demandeurs. Je pense qu'ils doivent s'appuyer sur des opérateurs comme DocaPost. Comment s'opère justement cette nouvelle sollicitation? Comment vous travaillez de concert avec les pouvoirs publics pour construire ces offres? Est-ce qu'il y a des modifications dans les appels d'offres, dans tout ce que vous construisez avec eux? Alors effectivement, dans le prolongement de ce qui a été dit, il y a un exemple que je trouve particulièrement exemplaire et innovant dans ce que l'on a vécu sur les 2 dernières années, sur le travail entre privé et public. Ce sont les appels d'offres métropolitains qui ont émergé, donc Paris, Grand Paris. Progressivement, on a eu les appels d'offres métropolitains à Bordeaux, à Nantes, Angers, etc. Ça consiste en quoi? Ça consiste à demander à des consortiums de justement s'associer pour rebâtir sur la base de friches industrielles ou autres, des nouveaux espaces de vie. Donc, et c'est pas qu'un immeuble. Très souvent, ils demandent à ouvrir au quartier. Moi, je trouve que c'est une approche qui a été très structurante sur les 2 dernières années. Alors, on le voit peut-être pas encore parce que pour le coup, les immeubles sont pas encore sortis de terre. C'est normal, hein, ça vient tout juste de démarrer. Mais les composantes de ça sont très intéressantes. C'est la première. Il y avait déjà le fait que c'était un petit peu une forme de dialogue compétitif. Donc, ça veut dire qu'on peut itérer. Et c'est bien parce qu'en fait, ce qu'on est en train de prévoir aujourd'hui sur la Smart City, ça nécessite quand même. Ça nécessite effectivement d'itérer en permanence avec ce que veut la ville, ce que veulent les citoyens, etc. Donc d'avoir ça en plusieurs étapes. Hop là, je suis désolée.
d'avoir effectivement un dialogue compétitif qui permet plusieurs étapes, c'est assez intéressant. La deuxième composante, c'est qu'il y avait une part consacrée à l'innovation substantielle dans ces appels d'offres, qui continuent d'ailleurs, ces appels à projets. Donc, qui dit innovation dit qu'il ne voulait pas qu'un immeuble, il voulait du service autour, il voulait une pérennité. C'est pas vous livrez et après vous partez. C'est vous livrez, vous nous garantissez qu'il y aura un usage, qu'il y aura un service, qu'il y aura une vie facilitée dans cet immeuble, dans ce quartier, sur à minima 10 ans. Donc, ça oblige les acteurs, finalement, à s'associer. Ça enlève les silos. Et dans tous les consortiums auxquels nous, on a participé, alors Groupe La Poste, effectivement, on est arrivé non pas en tant que promoteur, on est arrivé en tant qu'opérateur de service. Et ça ouvre effectivement les perspectives de travaux entre des acteurs qui ne se parlent pas forcément, normalement, pour mettre en place ce type de résidence. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis en plus, il y a eu une approche vraiment locale. Il y avait des quartiers où il y avait une problématique justement de mobilité, fort passage. Donc comment fait-on pour que le consortium apporte les bonnes réponses ? Donc il y a eu toute une réflexion sur on va plugger sur la plateforme des services d'autopartage, des services de vélo-assistance électrique en partage, des services d'accès aux solutions proposées par la ville, etc. Il y a d'autres quartiers où c'était plus une logique de vieillissement, d'autres quartiers où c'était plus une logique de réduction des consommations effectivement d'énergie parce qu'un quartier effectivement avec des ressources un peu plus limitées. Donc c'était très en prise en fait et tous ces appels d'offres qui continuent sont vraiment en prise avec ce qui se passe dans la ville. Et moi je trouve que c'est un système très vertueux et c'est surtout très vertueux quand les grands groupes justement parlent entre eux pour s'associer, pour offrir plus de services, plus de garanties et puis également associent, comme le disait Marie-Xavier, les plus petits. Donc nous, systématiquement, par exemple, on a embarqué des startups French IoT qui proposent des solutions des fois de mobilité, des solutions sur les économies d'énergie, des solutions un petit peu dans tous les domaines. Et ça leur garantit effectivement que dans 2 ans, 3 ans, on a tout intérêt, tous ensemble, à les faire grandir pour qu'elles puissent déployer leurs solutions au moment où ça va sortir de terre. Voilà. Donc ces démarches-là qui rapprochent le privé, le public et qui associent en permanence les territoires et les citoyens, je trouve que ça a mis un petit coup de boost et une façon nouvelle de penser la création de valeur à l'échelle d'un territoire. Donc on voit la diversité des acteurs, la multiplication justement et l'introduction de l'innovation. Ça me fait penser qu'à un moment donné, l'informatique était au service de l'homme. Aujourd'hui, c'est l'homme qui est au service de l'informatique. Est-ce qu'il en est de même ? Alors, Luc, peut-être qu'une réponse dans le rapport liée à justement cette gouvernance, cette souveraineté, à qui appartiennent les données, qui a le contrôle, qui sert à qui en fait dans toute cette histoire ? C'est effectivement les questions qu'on doit se poser, que les territoires doivent se poser avant d'aborder une stratégie de Smart City. C'est rarement le cas. Parce qu'aujourd'hui, et moi je l'ai vu clairement dans tous les territoires que j'ai pu visiter en France, en Europe et un peu partout dans le monde, les enjeux de gouvernance sont souvent mal situés. Et du coup, on aborde et mal les problématiques et l'ensemble de ces questions, notamment parce qu'on est en train de parler d'innovation et que l'innovation dans les territoires, pour des décideurs locaux, c'est d'abord un sujet du DIRCOM et du DIRCAB, plutôt que d'être un enjeu de gestion réelle de la ville. Et on a des territoires qui sont en train de passer cette étape-là, et qui aujourd'hui sont passés du stade de démonstrateur à avoir des solutions complètes. Mais pour ça, il faut avoir cette gestion au plus haut. Parce que la promesse de la Smart City, c'est d'abord d'exploser les silos, quels qu'ils soient, sur l'ensemble des enjeux pour avoir une politique de transversalité. Et ça, c'est forcément au plus haut niveau de décision que ça peut se faire, c'est-à-dire le maire, le président, parce que c'est plutôt de politique d'intercommunalité, et c'est son équipe de direction générale, et qu'il faut que les uns et les autres, on les accompagne à comprendre le monde tel qu'il est en train de devenir avec les usages numériques. Et c'est pas simple. C'est pas parce que vous avez des élus qui utilisent Twitter, Facebook et qui commandent sur Amazon qu'ils ont compris la révolution d'usage qu'on est en train de rencontrer. Et cette révolution d'usage, c'est très dur pour les élus. Et je le dis parce que j'ai été élu local pendant 17 ans, élu national pendant 5 ans. Je connais bien ce monde-là. Aujourd'hui, on est dans des logiques qui ont toujours été des logiques de maîtrise d'ouvrage, où on construisait, on aménageait, on équipait, maîtrise d'ouvrage. Et là, l'enjeu pour les élus locaux maintenant est de se positionner sur de la maîtrise d'usage. Typiquement, quand on abordait tout à l'heure les citoyens, les habitants qui connaissent pas forcément la tarification, dans quel quartier on vend le plus de tickets à l'unité dans toutes les métropoles de France ? Eh bien, ce sont dans les quartiers les plus populaires avec les revenus les plus bas.
Parce que aller jusqu'à investir, parce que c'est comme ça que ça se pose, 10 € ou 15 € pour avoir un nombre de voyages prépayés ou un abonnement mensuel, même quand on a des droits, c'est bien plus compliqué que de sortir 1,50 € une fois de temps en temps quand on utilise le bus. Et c'est toujours dans les quartiers populaires qu'on vend le plus de tickets Unité. Ça, c'est un bon exemple de compréhension de ce qu'est l'usage. Et de plus en plus, les élus vont devoir se mettre dans des logiques de compréhension, d'être dans la maîtrise d'usage. Aujourd'hui, c'est pas parce que le territoire, les élus ont décidé qu'il y aurait une 4 voies à tel endroit, un accès simplifié à tel endroit, et au contraire que telle rue devait être avec un usage apaisé parce qu'il y a une école, une crèche, une résidence personnes âgées, et que l'intérêt général est d'y trouver une circulation apaisée, peu de véhicules et qui roule peu vite. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité de l'usage, c'est que c'est Waze, avec un algorithme fait aux États-Unis, qui vous dit que comme les 2 boulevards sont bloqués, eh bien au milieu, il y a une petite rue où il n'y a pas beaucoup de voitures. Et donc l'usage qui vous est proposé, et qui est l'usage qu'on utilise, moi je suis un utilisateur de Waze, comme beaucoup d'entre nous, je pense, eh bien est de passer par cette petite rue. Donc voilà, aujourd'hui, cet enjeu de passer de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'usage et de garder les deux est un enjeu fort pour les territoires. Et moi qui dirige un laboratoire de grands projets, et puisque Vanessa l'a évoqué à l'instant, c'est ces enjeux-là qui doivent être pris en compte. Pas seulement l'ouvrage et ce qu'on va construire, que ce soit le bâtiment ou le quartier, mais bien être dans les habitudes des uns et des autres, d'accompagner ces nouveaux usages. Merci beaucoup. Alors Carmen, on ne l'a pas encore évoqué, l'aspect données. Je pense que c'est clé pour avoir des usages, d'être en capacité de partager les données et entre des acteurs différents souvent. Quelle est votre vision de la donnée, de la façon de la partager, peut-être même de la protéger? On a parlé tous d'objets connectés, des données, d'informations d'usage. Et c'est clair qu'on voit aujourd'hui quelque part que la donnée est l'un des moteurs de la Smart City, si elle est bien collectée de façon pertinente, bien utilisée. Et là, en fait, clairement, il ne faut pas que ça devienne une jungle, parce que c'est quand même un danger. Donc, Luc l'évoquait tout à l'heure, c'est que de plus en plus, il faut que les pouvoirs politiques dans les villes se posent la question de que devient la donnée d'usage de la ville et comment elle crée de la valeur pour les citoyens. Et là, en fait, nous qui avons la chance de travailler dans le monde, on voit des différences énormes qui sont des différences éminemment politiques. Donc, si je place dans 2 axes ce qu'on voit dans le monde, je mettrai un premier axe qui est celui des libertés individuelles versus sécurité. Donc vous avez par exemple en Chine, c'est la sécurité qui prime versus les libertés individuelles. Donc vous avez de la reconnaissance faciale avec des bons points ou des mauvais points qui sont attribués aux citoyens avec une acceptabilité parce que quelque part les citoyens privilégient avant tout la sécurité plutôt que les libertés individuelles. Donc ça c'est quelque chose qui est totalement impensable en Europe ou aux États-Unis, par exemple, où les libertés individuelles passent devant. Et ensuite, le deuxième axe, c'est plutôt un axe régulation versus libéralisation. Et là, en fait, on peut voir la différence entre un marché US et un marché européen. Le marché européen est régulé. Le marché US, il est beaucoup plus libéralisé. Tout ce qui peut être fait peut se faire. Vous pouvez développer des outils de collecte des données. Dès le moment que les citoyens vous donnent les données, vous faites ce que vous voulez avec et ça pose des problèmes à personne. Donc on voit émerger des modèles différents de la Smart City chinoise où tout est contrôlé, à une Smart City comme celle que vous voyez émerger à Toronto avec Google, où quelque part c'est donnez-nous la ville, on prend la donnée, on vous l'exploite et on vous paye les infrastructures avec la façon dont on va l'exploiter. Et là-dedans, je pense que nous, Européens, et nous, on est une entreprise européenne qui opère dans le monde, je pense qu'on doit être quelque part fiers de la façon dont on
on conçoit l'exploitation des données, qui est quand même très protectrice. On a tous râlé sur les RGPD et sur les faits que c'est un frein à l'innovation. Mais on peut aussi voir cette approche européenne qui cherche à exploiter de façon intelligente la donnée tout en protégeant les citoyens comme un atout. Ici, on est en partenariat avec les CES. J'ai eu la chance d'être au CES à Las Vegas à la keynote des Ford, où je pense que beaucoup parmi nous y étaient. Et à un moment, à la volée, il a été posé des questions à la salle, et c'était majoritairement des Américains, sur l'exploitation de la donnée, parce que la présentation des Ford, c'était une Smart City où Ford disposait de toutes les données des mobilités de la ville. À la limite, vous aviez un malaise dans la voiture et on appelait les docteurs qui viennent vous chercher directement. Et la question a été posée à la volée dans la salle à des Américains qui ont, pour la première fois, en tout cas pour moi c'était une découverte, exprimé de fortes réticences à avoir une telle intrusivité au niveau de la donnée. Donc là, je pense que ça peut être une chance pour nous, Européens, de défendre cette vision. Je suis convaincue que les pouvoirs politiques dans la Smart City priment. Les politiques au sens noble du terme. Il y a des citoyens qui élisent un projet municipal. Ces projets des villes doivent être implémentés à travers des projets, à travers des technologies, à travers des solutions, dans un dialogue qui soit permanent, parce que les choses sont pas figées. Et donc, les politiques, quelque part, doivent s'emparer aussi de la question des données. Nous, on l'a vu en France à travers les projets des Dijon, où on l'a gagné dans le cadre d'un consortium et où on fournit la plateforme numérique qui est Muse. Et clairement, dans ces projets-là, la gouvernance de la donnée, elle est faite sous l'égide de la ville. Donc, les données leur appartiennent. Ils se sont engagés à être respectueux des libertés individuelles et des citoyens et de les utiliser avec les citoyens pour créer plus des valeurs. Et c'est un peu l'approche qu'on a pris au niveau des Citellum avec notre plateforme. Systématiquement, partout dans le monde, on considère que les données appartiennent à ceux qui les produisent, qu'on est aussi dans une logique d'ouverture pour pouvoir assurer une interconnectivité via des API avec d'autres plateformes que la ville déciderait de mettre en place, et qu'à la fin, une fois que la ville choisit d'échanger des plateformes ou d'échanger d'acteurs, d'opérateurs, la ville doit être en mesure de récupérer toutes les données et de les utiliser comme elle les souhaite, et pas de se retrouver piégée par un système qu'elle n'a pas voulu. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que on l'évoquait tout à l'heure en parlant de Waze. Et quelque part, Waze est là, ils n'ont pas demandé l'autorisation aux villes pour être là. Donc, en quelle mesure, si vous êtes une ville et que vous voulez prendre la main sur votre mobilité, vous devez forcément composer avec Waze et rentrer dans les dispositifs où vous pouvez faire autre chose. C'est un vrai dilemme. Donc, c'est un vrai dilemme, une vraie question que les villes doivent se poser et qu'elles se posent différemment. Donc, nous, on voit des villes comme Copenhague, comment elles gèrent la mobilité, ou Albuquerque aux États-Unis, c'est des façons complètement différentes. Mais cette question, c'est quelque part quel est notre rôle politique des villes, et qu'est-ce qu'on laisse faire, qu'est-ce qu'on peut réguler ou qu'est-ce qu'on ne peut pas réguler, et là-dedans, où est les pouvoirs du politique. C'est hyper important que ces questions soient posées au début d'un projet pour apporter des réponses intelligentes, et ne laissez pas les réponses venir toutes seules, parce qu'elles peuvent être très défavorables aux citoyens dans certains contextes. Merci. Alors François, on évoquait tout à l'heure, et notamment Carmen évoquait l'aspect économique de la Smart City. Est-ce que vous travaillez sur le sujet de ROI, d'indicateurs en fait pour mesurer quelque part l'efficacité aussi économique de ce qui est fait dans les collectivités? Est-ce que vous les accompagnez aussi là-dessus? Allô. Effectivement, on travaille là-dessus. Juste un mot sur la donnée, parce qu'il y a une expression qui finalement j'aime pas tant que ça. On dit souvent que la donnée c'est l'or noir, le pétrole de la Smart City. Mais finalement c'est pas tellement juste, parce que si je vous donne un baril de pétrole, je l'ai plus. En revanche, je peux vous donner des données, je les garde. Bon, c'était une parenthèse. Sur les questions de ROI, on a récemment mené une étude où il s'agissait d'évaluer la création de ce qu'on appelait de la valeur collective.
Donc c'est de l'évaluation socio-économique, ça peut être le temps gagné, les émissions de CO2, l'amélioration de la santé publique, la diminution du bruit, la baisse de la criminalité, et de chiffrer tout ça grâce à des valeurs tutélaires qui ont été établies par l'économiste Émile Quinet et qui sont principalement utilisées dans le domaine des transports. On a récemment publié une étude où on analyse 5 cas, où je peux prendre 2 exemples. Le premier, c'est celui d'un observatoire de la mobilité à Strasbourg qui a été mis en place pour étudier les datas liées au stationnement, les taux de rotation, les taux d'occupation, les taux de fraude, etc. Et à partir de l'étude de ces données, il s'agissait d'optimiser la politique de stationnement avec des résultats obtenus en termes de gain de temps, de CO2 émis ou de diminution du bruit, de hausse des recouvrements, et donc des bénéfices financiers nets, mais aussi des bénéfices socio-économiques, et donc une création de valeur collective qu'on a chiffrée à 5,9 millions d'euros pour un investissement de 350 000 euros. Deuxième exemple sur la gestion intelligente des fluides dans les collèges du département du Nord, où là a été mis en place un pilotage intelligent de la consommation d'électricité, de gaz et d'eau, qui permet de connaître en temps réel les consommations et donc de détecter beaucoup plus rapidement les fuites d'eau et d'adapter et d'optimiser le temps de chauffe. Ça donne des bâtiments plus sobres énergétiquement, des baisses de factures évidemment, des baisses d'émissions de CO2 et un gain de confort pour les élèves et le personnel enseignant. Au total, tout ça a été chiffré à 3,9 millions de valeurs collectives nettes créées. Voilà pour deux petits exemples. J'ai avec moi quelques guides dans lesquels figurent ces 5 cas qui sont à votre disposition si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Tout un tas d'informations, des datas, de la collaboration entre les secteurs publics, privés. Au-delà de l'aspect un peu marketing de l'appellation Smart City, quels sont, Marie-Xavier, les enjeux de la mobilité pour l'avenir aujourd'hui, suite aux assises, suite à French Mobility, enfin voilà, toute cette démarche. Quels sont les enjeux aujourd'hui de la Smart City ? Alors, il y a dans tous les sujets qu'on a évoqués, il y a un sujet en fait qui est très souvent oublié en fait au niveau de la Smart City, qui est vraiment sous-jacent et qui pourtant devient essentiel. C'est toutes les questions de logistique. Ça c'est un vrai, il y a un véritable enjeu là-dessus parce que en fait tous les bouleversements qu'il y a au niveau de la logistique et de la logistique urbaine avec notamment l'explosion du e-commerce, ça fait que c'est exactement le même exemple que Waze. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont réfléchi, qui ont mis en place des aménagements, des choses, etc. Et puis vous avez un acteur étranger qui arrive et qui vient, donner un grand coup de pied dans votre jolie construction en Lego. Le e-commerce, c'est exactement la même chose avec la logistique, sauf que la logistique, en fait, c'est un secteur sur lequel les politiques ont très peu de levier, parce que c'est quelque chose qui s'était fait avant, qui s'était fait de façon, il y avait une logique en fait de massification de par les acteurs économiques, et en fait le e-commerce arrive en explosant tous ces flux massifiés, et ça vient en fait complètement se confronter avec des logiques de Smart City. Donc il y a vraiment un sujet sur lequel il va falloir se poser beaucoup de questions, c'est le sujet de la logistique, parce que c'est le sujet qui est considérablement oublié en fait par les politiques, et pourtant ça a un véritable impact en fait sur la façon dont vous gérez les villes. Donc là on parle de tous ces sujets d'inclusion, de mobilité. Là il faut avoir aussi en tête, il y a eu pour la première fois, c'est assez rigolo je trouve, on a le premier gouvernement qui prend un plan vélo à bras le corps et qui considère que c'est quelque chose qui est vraiment important et qui va mettre des moyens dessus. Le vélo, c'est le truc le moins technologique du monde pour se déplacer, quoi. Ça n'a pas besoin d'électricité, ça a je sais plus combien d'années. Et donc là, en fait, c'est assez marrant parce que du coup, vous avez une logique en fait qui est d'avoir des données, des choses très technologiques avec des recherches en permanence d'économie d'énergie. Et en face, vous avez dans le même temps, ça fait très macronien comme expression, mais vous avez et en même temps,
on va promouvoir en fait le vélo, qui est un truc qui est pas très technologique, qui coûte pas très cher et qui apporte une solution de mobilité chic et pas chère à absolument tout le monde en fait. Enfin, modulo les personnes à mobilité réduite, mais enfin globalement on est tous capables de faire 2 km à vélo à peu près. Et donc voilà. Donc en fait sur la mobilité, je pense qu'on arrive à un moment où on parlait d'un monde en changement, ça va changer encore plus qu'avant et ça va être encore plus important d'écouter effectivement j'aime beaucoup je retiens, il faut passer de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'usage parce que je pense que c'est quelque chose qui va aussi beaucoup impacter en fait les territoires, les aménagements, la qualité de vie et la valeur ajoutée qui est produite sur ces fameux territoires. D'accord, merci. Ça va nous permettre de faire la transition sur la table ronde suivante, mobilité. Peut-être une question dans la salle, si quelqu'un a une question à poser. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un micro dans la salle? Sinon, je vais vous laisser le mien. Bonjour, Michael Wallet de l'Agence Innovation de Défense. Ma question s'adresse peut-être plutôt à vous, Monsieur Bello ou Madame Chocteau. Quelle chance peut-on donner aux mégalopoles comme Paris, Marseille ou autres de devenir une smart city avec la complexité de l'explosion démographique et infrastructure de l'immobilier, alors que les axes routiers sont sous-dimensionnés, les moyens de communication sont sous-dimensionnés. En parallèle de ça, doit-on imaginer la Smart City dans des territoires en friche, en France? Comment apporter de la valeur à ces territoires? D'abord, je pense que l'ensemble des territoires français peuvent devenir Smart City parce que aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de Smart City. Objectivement, on est en train d'aborder des silos, on aborde des problématiques spécifiques. Certains commencent à avoir le grand silo de mobilité traité, le grand silo du service qui commence à être traité. Mais aujourd'hui, on est encore assez peu avancé, mais comme dans le reste du monde, sur des politiques d'intégration et de transversalité. Donc, il n'est pas trop tard. Je donnais une conférence il y a 15 jours à Marseille et il me disait, mais est-ce qu'on a assez fait? Est-ce qu'on prend... Voilà, tout le monde aujourd'hui est en train de démarrer, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Aujourd'hui, c'est surtout une inquiétude de compréhension de ce que sera le monde de demain, que doivent avoir les décideurs au sens large, les décideurs publics locaux, mais aussi les décideurs économiques, les accompagnateurs économiques, académiques et les citoyens. Il faut cette gouvernance la plus large possible, parce qu'aujourd'hui, on a encore, sur les sujets de mobilité, tout le monde est bien convaincu qu'on va avoir de moins en moins de voitures, mais qui vont rouler de plus en plus. On a aujourd'hui 280 millions de véhicules dans le parc européen. On sait qu'on sera entre 200 et 220 en 2030. 2030, c'est demain. Par contre, ces véhicules qui aujourd'hui roulent entre 1h15 et 2h25 par jour, ils vont rouler beaucoup plus, 12 heures, 15 heures, 18 heures par jour. Donc on aura autant de congestion, par contre moins de besoin de stationnement. Et quand vous adressez les élus locaux, ils continuent de vous demander dans chaque immeuble de mettre 0,9 places de parking par logement, une place et demie et 2 places quand on arrive en deuxième couronne des métropoles. Il y a une incohérence entre ce qu'ils perçoivent et la conviction qui est celle des décideurs sur la mobilité qui va évoluer et ce qu'aujourd'hui on impose en termes d'urbanisme et la manière dont on construit la ville. Donc cette forme de schizophrénie qui est très présente encore dans tous les territoires, elle doit passer par cette phase d'acculturation. On n'en est qu'au début, moi j'ai aucune inquiétude, pas besoin d'être en friche, pas besoin d'être déjà cité comme la plus belle Smart City, je déteste les classements et le benchmarking qui est fait à chaque fois des Smart City. Moi j'ai vu des choses formidables sur la data à Grenoble, à Nantes, à Rennes, à Nice, j'ai vu des choses formidables sur les enjeux de pollution à Dunkerque, au Havre, sur les enjeux de sécurité, sur ce que fait On-Dijon aujourd'hui. Il y a quand même, et Carmen pourra en parler longuement, mais quelque chose qui est assez extraordinaire sur ces deux sujets, y compris la mobilité dont on parle un peu moins et sur le rassemblement des 6 PC. Voilà, on est tous à partir, il y a de vrais outils et aujourd'hui je crois qu'il faut s'en saisir. Il n'y a pas d'inquiétude pour nos territoires, il n'y a pas de prérequis, c'est plutôt cette prise de conscience qui doit guider demain à avoir en parallèle la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage. Peut-être juste en complément. Effectivement, je vais dans le même sens. C'est très prometteur ce qui est en train de se faire. Alors oui, aujourd'hui, quand on vit dans le Grand Paris, on vit à la fois les constructions, les problèmes de transport, etc. C'est un moment où tout est fait en même temps. Pour autant, ce qui est intéressant dans toutes ces initiatives nouvelles, en passant de la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'ouvrage à la maîtrise d'usage, c'est que, par exemple, nous, on nous a demandé dans les consortiums de faire, d'aller voir autour du quartier
et de prendre la température auprès des gens qui vont subir, en fait, entre guillemets, le chantier. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas uniquement je m'intéresse qu'au mètre carré là à construire. C'est je m'intéresse aussi à comment vont le vivre, hein, donc les personnes autour. Ce qui est intéressant aussi, comme on est plus dans la pérennité et ce qui va se passer après, on a beaucoup de solutions. Je rejoins l'aspect de nombre de places de parking, etc., où on nous demande de faire des compléments. Et on nous demande aussi de repenser. Tout à l'heure, on parlait beaucoup de e-commerce. Le e-commerce, c'est quoi ? C'est pas le transport d'une personne qui va vers la marchandise, c'est la marchandise qui vient à elle. Et dans tous ces ensembles, on a repensé, vu qu'à la Poste, nous avons aussi tout un aspect logistique, de refaire un hub local, mais à grande échelle, c'est-à-dire qu'il profite à l'immeuble, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la concentration de toutes les livraisons courrier, colis au même moment, et que ça profite, ça utilise le même circuit de distribution, c'est-à-dire qu'il y a une personne de toute façon qui passe tous les jours ici, donc en fait, il y aura forcément un tracé voiture, vélo, assistance électrique ou chariot, les facteurs sont avec différents types de mobilité. Et pour le coup, autant profiter et mutualiser, maximiser en créant ce hub au niveau local et qui ne profite pas que au nouvel ensemble qui sort, mais qui profite aussi au quartier. C'est ça qui est important. Et en fait, quand on tire le fil, on va progressivement plus loin. Il y a encore plein de choses à faire. Après, on touche aussi l'économie circulaire, la gestion des déchets. On touche effectivement à l'ensemble du quartier sur d'autres aspects. Donc, on touche à nouveau d'autres silos. Donc, je pense qu'il faut tous, et plus il y aura des écosystèmes en place, il faut tous agir ensemble pour progressivement faire tomber chacun des silos et faire qu'on travaille en transversalité, comme vous le disiez. Okay. Vous avez un petit mot, oui Oui, je voudrais réagir en fait sur un volet, c'est que je partage l'effet que la Smart City, c'est un concept un peu barbare. Hein. Je pense que plus que des villes intelligentes, il faut partir des citoyens intelligents parce que à la fin, c'est quand même les citoyens qui font leur ville, soit par les pouvoirs politiques qu'ils ont élus, soit par leur comportement individuel. Et ce qui est clair, c'est que il y a une question de vivre ensemble qui doit se gérer à des niveaux assez locaux, y compris notamment au niveau des îlots. On les voit de plus en plus dans les projets de réinventer les métropoles, qui est essentiel. Et puis ensuite, à un niveau plus global, il y a un enjeu majeur qui va toucher toutes les villes, qui les touche déjà aujourd'hui, qui est en fait celui du changement climatique et les enjeux environnementaux, des limitations des ressources, d'optimisation des ressources locales. Il y a des choses inéluctables qui vont se passer. C'est que clairement, les villes ne sont pas faites pour les voitures. Et plus quand on parle de la logistique des proximités, je reviens au film qu'Effort avait présenté où il y avait des hot dogs qui étaient livrés dans des voitures autonomes. Donc quand j'avais vu ça, je m'étais dit mais c'est du grand n'importe quoi. Si on fait ça, les villes qui sont déjà congestionnées, là on va les saturer complètement. Et il faut en fait, et je reviens à cette question du poids du politique qui est très, très important au sens noble du terme, c'est que ça demande des efforts, des changements. Clairement aujourd'hui, et je reconnais que je suis venue en voiture ce matin, mais la voiture n'a plus de place à Paris. Mais on voit que quand on essaye de sortir les voitures de Paris, il y a des levées des boucliers incroyables, ça hurle de partout. Copenhague a réussi. Aujourd'hui, Copenhague, il n'y a presque pas de voitures, il y a des autoroutes, des vélos dans la ville, les citoyens ne se portent pas plus mal et ils se font 20 km le matin pour aller travailler en vélo dans les froids et avec la neige. Et ils sont très contents et très heureux comme ça. Donc, il y a cette question de les citoyens intelligents qui s'adaptent aux évolutions du contexte, aux évolutions liées au changement climatique, à la rareté des ressources. Il y a un pouvoir politique qui est capable d'accompagner ça à des mailles plus macro. Ça va être la clé pour créer des villes qui soient aussi intelligentes que leurs citoyens. Très bien. Merci beaucoup, Carmen. On attend donc des pouvoirs publics, des citoyens et des différents acteurs qui collaborent de plus en plus. Je vous remercie. Je vais vous inviter, donc on va quitter la scène pour pouvoir entamer la deuxième table ronde sur la mobilité. Donc un point bien précis de la Smart City. Merci à vous.